Corbehem doit vivre. Non à la fermeture de nos machines. Stop aux actionnaires qui s'enrichissent sur le dos des salariés. Stop à l'économie libérale. Laissez-nous nos emplois. Stop à la politique ultralibérale qui est en train de tuer l'industrie dans le Nord-Pas-de-Calais. Les petits papiers de riz ou d'Arménie. Qu'un soir ils Sans papier, la région va mourir. Défendons l'industrie, défendons notre papeterie et nos emplois, tous ensemble. Et l'esthétique, papier musique, c'est du chagrin, papier dessin. Avant longtemps. Lundi 8 septembre 2014, les salariés de l'usine Stora Enso Corbehem ont reçu leur lettre de licenciement, juste en fin de semaine, il y a 2-3 jours. Ils se sont réunis et ont invité les élus du territoire pour, une dernière fois, se dire au revoir. Se dire également que la lutte n'est pas forcément finie, que pour certains, il faut penser à une reconversion, mais que pour d'autres, peut-être un avenir pourrait se dessiner autour de la machine, à condition que Stora Enso le permette. Je propose de retrouver ces salariés et puis quelques-uns des élus présents sur cette manifestation. Aujourd'hui, sans klaxon ni pétard, à l'usine Stora Enso Corbehem, sur le parking de la Machine 5. On retrouve Jean. On l'a redouté, mais on connaissait l'issue. Depuis quand ? En ce qui me concerne, depuis un bon petit moment. Maintenant, il y a des gens qui y ont cru. C'était bien pour eux. Nous, on était un groupe de copains où on n'y a jamais cru, en fait. Jamais cru à quoi là ? À la reprise, à rien du tout. C'était des leurres à chaque fois. On nous a foutu un repreneur comme Volpaco qui tenait pas du tout la route, et ça, on le savait. Donc après, on a parlé d'Aspect. Aspect, c'est des Russes. Ça aurait été un trop gros concurrent pour Stora. Puis après, le maître du jeu, c'est ce que je disais encore il n'y a pas tellement longtemps. Le maître du jeu, ça reste Stora Enso, c'est tout. Voilà. Stora Enso qui n'a pas, selon toi, voulu vraiment vendre cette machine ? Ah non, mais ils ne veulent pas vendre. Ils l'auraient déjà fait, je pense. Je pense qu'ils l'auraient déjà fait. À moins que d'ici là, il y a d'autres choses qui se mettent en place avec les instances d'État, mais faut voir, faut attendre. Il y a vraiment de la place sur le marché pour cette machine, pour sa production. Oui, c'est sûr qu'il y a de la place pour le marché. Maintenant, il faut avoir la volonté de vouloir la faire tourner, c'est tout. Si on avait eu les commandes, si on n'avait pas eu le kiki serré en nous déplaçant le service commercial comme ils ont pu le faire, peut-être que ça se serait passé autrement. Maintenant, moi je suis certain que c'est une machine qui peut tourner. On peut produire 300 000 tonnes de papier à Corbehem. Avec quoi vous allez partir là aujourd'hui ? Pour l'instant, avec nos yeux, pour pleurer. Rien d'autre. Puis après, on va intégrer la cellule de reclassement pour celui qui veut. Après, il y a des gens qui retravaillent déjà. Tant mieux pour eux, hein. C'est le but du jeu. Et puis après, on soldera notre compte. Donc pour les plus de 48 ans, dans 15 mois. Pour les moins de 48 ans, dans 12 mois. Tu as reçu ta lettre ? J'ai reçu ma lettre vendredi. Ouais. Ça l'est fait. On a beau s'y attendre ? On a beau s'y attendre, mais ça fait mal. Ça fait un grand coup de poing en pleine gueule, quoi. Peut-être pire même. Mais bon, quand tu t'y attends tu t'y attends, oui, pas plus ou moins, mais tu t'y attends. Ça fait moins mal. Puis après, tu sais, il n'y a pas 36 solutions. Hein. C'est soit que tu te dis, je rebondis, et puis tu fais en sorte pour que ça aille, ou alors tu te laisses mourir, quoi. Mais la vie, c'est pas se laisser mourir, la vie, c'est rebondir, c'est tout, c'est rien d'autre. À 53 ans, on n'est pas encore cuit, ça va pas être le pied pour retrouver du boulot, hein, mais c'est peut-être moins grave que quelqu'un qui a à l'heure actuelle 40 ans, qui a encore une maison à payer, qui a encore des enfants en charge. Là, je pense que ça peut faire mal, mais bon. Maintenant, il faut souhaiter que tout le monde retombe sur ses pieds.
Aujourd'hui, tu as eu le temps, toi, justement, de regarder ce qui se passe à gauche, à droite pour toi Moi, honnêtement, pour moi, j'ai pas regardé ce qui se passait à droite, à gauche, parce que je me suis dit qu'à 53 ans, il n'y aura plus personne qui voudra de moi. 52 ans, pardon. À 52 ans, il n'y aura plus personne qui voudra de moi. Donc, je vais essayer d'entreprendre quelque chose par moi-même. Voilà. Ça fait combien de temps que tu travailles dans cette usine? 30 ans. Tu as eu d'autres employeurs? J'ai eu un autre employeur, et ça fait 35 ans que je travaille. Et le chemin paraît encore long? 7 ans, c'est court et c'est long à la fois. Ça peut être long. Puis après, faut voir ce qu'on va nous amener au niveau des retraites et tout ça. Hein. Maintenant, il faut voir. On verra bien. Quand on refait le film de ce qui s'est passé ici au cours de ces 10 dernières années, moi je me souviens de tous ceux qui disaient mais attends, la fermeture de la 3 à la 4, c'est qu'un premier coup, le deuxième coup va tomber. À l'époque, il y avait des personnes qui n'y croyaient pas ici, qui pensaient que la SAC elle avait un réel avenir sur le site de Corbehem. Ouais, il y avait beaucoup de monde qui pensait que on aurait pu continuer de tourner avec une machine. Bon, maintenant, les faits sont là, quoi. Ils sont venus à bout de tout, de toute manière. Ils nous ont foutu en bas la cartonnerie, ils nous ont foutu en l'air la 1, la 2, la 3, la 4. Et puis, maintenant, c'est tout, ça continue. C'est la 5. C'est des requins, de toute manière. C'est rien d'autre, ce n'est que des requins. C'est des gens qui pensent actionnaire. L'être humain, ils s'en foutent complètement. Ils s'en tapent, je veux dire. Le but du jeu pour eux, c'est de récolter du pognon, puis après, c'est tout. L'association Génération Ferdinand Béguin, aujourd'hui, elle en est où? Aujourd'hui, elle en est à ce que tu vois là aujourd'hui. L'organisation, c'était nous, pas avoir peur de le dire. C'était nous. On continue notre petit bonhomme de chemin. Maintenant, on va passer à la voie juridique, hein, avec l'avocat que tu connais, avec Maître Rilov. Et puis, on va bien voir. On se revoit là déjà vendredi prochain, le 12, à Biache, à la salle des fêtes. Et puis on va continuer. Le but d'une association, c'est de continuer à rassembler les gens, de pouvoir se rencontrer un coup de temps en temps. Ce ne sera pas toutes les semaines forcément. Ça sera plus pareil tout. C'est pas possible. C'est plus pareil. Le cordon a été coupé, mais bon, on pourra se revoir une fois par an, puis voilà. Et puis on fera en sorte que ça fonctionne bien. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est un esprit de vengeance qui vous anime par rapport au groupe Sora? Moi, c'est pas de la vengeance, non. C'est pire que de la vengeance. Moi, c'est la haine que j'ai envers ces gens-là, parce que c'est des coupeurs de tête, rien d'autre. Donc, tant qu'on pourra faire pour pas les lâcher, on va pas les lâcher. On engagera les procédures qu'il faut. Bon, après, on verra. Après, de toute manière, tu vas voir un avocat, tu n'es pas sûr de gagner à 100%. Donc, à partir de là, à nous à apporter les pièces, tout ce qu'il faut, et puis on verra. Selon toi, cette machine, elle va devenir quoi ici? J'en sais rien. Moi, je pense qu'ils vont la découper, mais bon. Quel gâchis. Un peu, hein, parce qu'elle n'est pas vieille. Hein. 24 ans pour une machine à papier, c'est neuf. Hein. Surtout avec toutes les transformations qu'il y a eu de faites dessus. Donc, on verra. Moi, je ne serai plus là pour le voir. Pourquoi? Parce que, pour moi, c'est tout. Ma dernière, c'est aujourd'hui. Avec les copains, forcément. Je continuerai à avoir les copains. J'en ai trop, donc, enfin je sais pas que j'en ai trop, c'est que j'ai beaucoup de copains, donc je pense qu'on est appelé à se revoir. Puis après, il y a des gens qu'on croisera, puis il y a des gens peut-être qu'on verra plus, parce que les gars seront partis hors Nord-Pas-de-Calais, qui seront partis dans une autre région. Bon, on va voir. Pour moi, c'est la dernière, pas tout à fait, parce que j'ai encore une feuille à aller leur rendre à la DRH, et ça m'emmerde bien. Voilà. Mais je suis obligé d'y aller. Voilà. Ça fait quoi depuis venir à l'usine? Ça fait drôle. Mais bon, tu sais, quelque part, ils nous ont quand même mis un peu en condition. Dans la mesure où on est arrêté depuis le 24 janvier, là, c'était une façon de dire, ça a été calculé. Hein. Les risques psychosociaux, oui et non. Quoi. C'est vrai qu'il y a des gens qui étaient peut-être pas bien à l'époque, mais bon, après, je pense qu'on aurait pu se retourner, puis travailler encore un petit peu. Quoi. Mais bon, ils l'ont pas voulu, c'était leur volonté. L'impression d'avoir d'avoir fait tout ce qu'il avait fallu faire en temps et en heure, où il y a eu des choses qui ont été ratées au cours des discussions avec le groupe Sorenzo, au cours des négociations à travers SPSE. Nous, tu sais, en tant que... Nous, on n'était qu'une association, donc on n'était pas vraiment dans le rythme de la négociation déjà, donc on ne pouvait pas non plus
savoir exactement. Je pense qu'il y a eu des choses bien faites, d'autres moins bien, mais bon, c'est la négociation qui est comme ça. On n'est pas des cons, des cons, tenancés par les prévisions des experts financiers. On sentait venir que dans l'avenir ça ne pouvait qu'être pire, que les milliardaires ne pouvaient se satisfaire des 4/5 de l'univers. Propaganda, propaganda, faut-il se résigner? Propaganda, propaganda, ne plus avoir d'idées. Propaganda, propaganda, faut-il suivre la voie des financiers? Propaganda, propaganda, gober leur vérité. Lundi 8 septembre 2014, parking de la Machine 5, usine Stora Enso, Corbehem, un dernier barou d'honneur. Je vous propose de retrouver Marcel. Il fallait qu'on se dise au revoir une dernière fois, pas partir tête baissée. Et c'est nous, la terre salariale, c'est notre but aujourd'hui, quoi. Qu'on parle de nous une dernière fois. Et par contre, on voulait travailler en parallèle avec la terre syndicale aussi, qui, d'après les derniers échos que j'ai eus, ça serait pourquoi pas de préempter le site. Et bon, reparlons de nous, peut-être qu'avec l'aide des médias et les élus locaux, peut-être que ça va remonter là haut, puis que ça va rebouger une fois les dossiers sur la table. Parce que faut savoir que ce site il est largement viable. D'ailleurs, il y avait des repreneurs sérieux. On nous en a présenté des moins sérieux, mais les sérieux, on les laissé cacher pour pas que ça devienne un concurrent à Stora. On n'a pas le droit de laisser mourir un site comme ça. C'est honteux. Et Stora, le 23 octobre 2012, a annoncé son projet de vente. Et ce projet de vente, c'était qu'à l'heure. Moi, je l'ai annoncé dès le lendemain à tous mes collègues. Seulement, Stora a bien manœuvré. Il a divisé tout le monde par son annonce. Il a divisé les salariés, les élus locaux. Et il a dupé aussi le gouvernement. Monsieur Montebourg, il en a payé les frais, quoi. Et je vais bien croire qu'il est venu faire quelque chose de sérieux. Mais Stora, son seul et unique but, c'est de fermer le site. Et ici, il est pris en deux fois. Il a fermé la 3 et 4 en 2006. À l'époque, on parlait de fermeture du site complet. Ils ont manœuvré. Ça a pris 6-7 ans de plus, mais il arrive à ses fins. Malgré tout, tu as cru, toi, par moment, à la possibilité du repreneur. Tu savais que derrière, il y avait une manœuvre du groupe, mais tu t'es pris à espérer? Non, moi, j'y ai jamais cru un seul instant. Depuis la minute même de l'annonce de la vente du site, j'ai dit que c'était la fermeture du site. Je l'ai tout le temps dit, je le dis encore, je le savais. Mais je sais aussi qu'on pouvait éviter ça, quoi. C'est Stora qui ne le veut pas, c'est tout, parce qu'on parle de préemption de site. Mais il faut savoir que pour préempter un site, il faut un vendeur. Et un vendeur, il n'y en a jamais eu. Stora, c'est pas un vendeur. Stora, c'est un tueur d'hommes. Alors moi, aujourd'hui, je le redis, je l'ai déjà crié. Honte à Stora. Honteux, c'est honteux. Et il faut savoir que cette machine, c'est le plus grand chantier après le tunnel sous la Manche. C'est un monstre de production. Elle produit 330 000 tonnes. On peut encore travailler dessus pour encore produire plus. En France, on consomme 1 million de tonnes de papier couché par an. Rien que sa seule production, elle ne serait pas suffisante. Il faut que tout le monde sache en France que chaque fois qu'il aura sa boîte aux lettres, qu'il aura un bout de papier glacé, il faudra savoir que ce papier-là il vient de l'étranger. Et c'est honteux. Aujourd'hui, toi, tu fais partie de ceux qui se sont positionnés pour encore quelques mois ici sur le site. Tu continues à travailler, c'est-à-dire ça se passe comment? Explique-moi. Si tu veux, la loi exige aussi que de maintenir le site en état pendant 9 mois. Toujours au cas où il y aura un repreneur. Bon, une fois de plus c'est à l'heure, mais Stora est obligé d'y passer, donc il passe. Donc il fallait se positionner pour rester 3 ou 9 mois de plus. J'ai eu du mal à postuler, mais mon épouse elle m'a raisonné en me disant que ça faisait 9 mois de salaire en plus et 3 trimestres de cotisation, donc je l'ai fait à contre-cœur, mais bon, de toute façon il faut tourner la page, hein. Pour moi je serais moins vite dans la merde, quoi. Tu as quel âge? J'ai 53 ans dans 10 jours, donc pour moi le travail dehors c'est mort, quoi. À partir de 40 ans maintenant on est déjà trop vieux, alors à 53 tu perds.
avec 32 ans de poste, 32 ans de production, en plus, tous mes bagages que j'avais à l'époque, ils sont envolés. Donc, si je vois mal l'avenir, je le vois très mal. Là, ça me fera 9 mois de salaire. Dans quel état elle est la machine aujourd'hui? La machine, elle est comme le 23 janvier 2014 où on l'a arrêté. Tout est resté dans le même état, il n'y a aucune dégradation. Si vraiment qu'on voudrait la remettre en route, il n'y a aucun problème. Dans 6-8 mois, cette machine-là peut retourner. Mais il faut la volonté. Il va falloir vraiment que les gens remontent leurs manches. Je me souviens d'un reportage où tu m'avais demandé si le ciment humain était assez fort. Je t'avais dit non. Bah, tu vois, je m'étais pas trompé. Le ciment humain, il n'est pas assez fort. Quoi. Quand un groupe comme Stora, c'est tout. Voilà. Dans quel état tu te trouves aujourd'hui? Bah, ça a été dur. À partir du moment où le combat a été terminé après le PSE, l'impression de ne plus servir à rien. Après, moi j'ai pas eu ma lettre, mais mes collègues l'ont eu. C'était dur. Il y a eu vraiment un combat selon toi? Il y a eu les moyens de se battre à armes égales? On s'est pas battu à armes égales parce que Stora, il a divisé le personnel par le biais de son annonce. Alors, les gens, c'est loyal ça. Les gens, ils ont cru repreneur et ils ont dit merde, on va pas se griller, il faut pas se faire voir, faut pas. Et c'est là parce que le PSE, il est comme il est. Il est bon au niveau social, mais niveau supra, il est très mauvais. Donc je pense que si on s'était battu de plus, on aurait arrivé à quelque chose de plus. Après, il y a cette fameuse loi ANI qui nous a fait extrêmement mal. Mais cette loi ANI, elle a pris effet en juillet 2013. Et moi, je soupçonne le groupe d'avoir attendu que cette loi prenne effet pour nous assassiner un peu de plus qu'ils l'ont fait. C'est un groupe, c'est des pourris, quoi. C'est des requins, c'est des voyous, c'est des crapules. Et même moi, je dis que si on laisse fermer un tel outil de travail aujourd'hui, c'est la porte ouverte à tout en France. L'industrie en France, elle ne veut plus rien dire. Moi, je voudrais que tout le monde aille voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est impensable, c'est un bijou, cette machine. Stora, il veut trop sa mort à cette machine. Il a voulu la mort du site. De toute manière, on se demande s'il n'a pas racheté le site en 93 pour l'anéantir. Bon, c'est fort probable. Il y avait une usine où mon grand-père trimait. Aujourd'hui, il y a des grues qui l'ont grignoté. La fabrique de sucre, les machines à papier, c'est plus que des fantômes, des souvenirs d'ouvriers. Il y aura bientôt là où il venait suer sang et eau un parc municipal pour sortie familiale. On l'appellera sûrement du nom de leur usine, qui était le cœur du patelin où tournaient les machines. J'aime bien voir le matin s'en aller jardiner les vieux qui portent sur le dos leur bleu délavé. Si le décor autour d'eux est plus celui d'hier, ils portent toujours l'uniforme de la classe ouvrière. Il y a des vieux bouleversés qui regardent sur le trottoir les pelles mécaniques qui grignotent leur histoire. Ce sera vite effacé, ce sera vite oublié. On y mettra un square et quelques balançoires. C'était même pas la mine. Et alors que la Sono diffuse en boucle cette chanson de David Frémy, classe ouvrière composée pour les salariés de l'usine Stora Enso Corbehem, les élus se sont également réunis sur le parking. Et parmi eux, je vous propose de retrouver Martial Sienne, conseiller général du canton de Vitry, Charles Beauchamp, conseiller général du canton d'Arleux dans le Nord,
et Hervé Poli, secrétaire du Parti communiste du Pas-de-Calais. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on enlève le panneau, là, Stora Enso, puis qu'on mette entreprise de la vallée de la Scarpe à la place, et puis que les travailleurs s'accaparent de l'entreprise. Quand un chef de famille n'est pas capable de gérer sa famille, on lui retire ses droits parentaux. Un chef d'entreprise, quand il n'est pas capable de fournir du travail à ses employés, on n'a qu'à lui retirer le droit de propriété. Et puis à partir de là, les salariés deviennent propriétaires de la boutique. Et puis, ils en font ce qu'ils veulent. Ils la vendent à l'euro symbolique, à un repreneur, ou alors ils la vendent au plus offrant, ou alors ils font une scope, ou alors ils font... Et puis, il y a de quoi. C'est une machine moderne, une machine compétitive. Il y a de quoi la faire tourner. Et puis, ça empêchera certainement d'augmenter notre déficit de la balance commerciale, parce qu'on est de plus en plus déficitaire au niveau balance commerciale. On dit qu'on a des milliards et des milliards de déficit. Alors arrêtons le massacre, arrêtons l'hémorragie, et puis donnons les moyens aux salariés de créer, de produire. Ils sont capables, ils sont tous capables. Ils ont fait leur preuve, ils ont tous 20, 30 ans d'ancienneté, 40 pour certains. Eh bien montrons qu'on est capable de continuer à produire du papier en France. On en a produit depuis du temps de Béguin. Béguin, c'était un patron capitaliste, un industriel. Il a commencé à faire du sucre. Et puis après, il a dit, il me faut du carton pour emballer mon sucre. Donc, je vais faire du carton. Quand il a fait du carton, il a dit, si je sais faire du carton, je saurais faire du papier. Et il a créé une machine à papier, une deuxième, une troisième, une quatrième machine à papier. Il n'a fait qu'investir, cet homme-là. Patron capitaliste, oui, mais un patron. Un vrai patron. Un patron industriel. Et aujourd'hui, il n'y a plus de patron industriel. Vous évoquiez 1 euro, même à 1 euro, est-ce que Stora veut vendre cette machine? Mais Stora, il ne faut plus, il lui appartient plus, ça. Il faut dire qu'on lui confisque l'entreprise. Moi je dis, on enlève le panneau là. On l'enlève ce panneau. Et l'usine n'appartient plus à Stora, on met Vallée de la Scarpe, on met ce qu'on veut, n'importe quoi. Et puis c'est terminé. Il faut, face à des patrons voyous, il faut être voyou. Il y a une place pour ce papier sur le marché selon vous? Bien sûr qu'il y a une place pour... Mais parce que ce papier-là, il va être fait ailleurs. Hein. Cette machine, elle va être revendue. Elle va être revendue, cette machine. Donc le papier va être fait ailleurs. Alors autant qu'il soit fait ici. La machine, elle est boulonnée sur notre territoire. Elle ne doit pas quitter le territoire, point final. Par n'importe quel moyen, elle doit rester là. Il faut aller vite parce que là actuellement vous évoquiez le savoir-faire qui est là. Il y a un savoir-faire, ouais. Mais il faut l'exploiter tant qu'il est là parce qu'ils sont tous aujourd'hui. Non, mais bien sûr, si on attend 2, 3, 4 ans, c'est fini. Déjà la machine, elle doit être en mauvais état. Ça fait 1 an qu'elle n'a pas produit 1 mètre carré de papier. Donc elle doit être en mauvais état. Parce qu'il doit y avoir au niveau des rouleaux, il doit y avoir un flambage qui fait que la machine, elle ne peut pas repartir. Dans l'état où elle est, elle ne peut pas repartir. Il faut la retravailler, il faut retravailler les cylindres, il faut les remettre en forme, ou il faut les changer purement et simplement. Mais la machine, dans l'état actuel, elle ne peut pas repartir. À qui d'initier cette préemption, pour donner le mot, à l'État, à la région, à l'intercommunalité qui ont compétences économiques? Charles Beauchamp et moi-même, on a proposé aux 2 départements, quand on a fait la réunion à Lille, dans le cadre de la convention entre les 2 départements, on a proposé que nos présidents de département mettent leur service juridique en relation avec la région pour trouver la solution de la préemption. On n'a jamais eu de réponse. On a posé Charles de son côté dans le Nord, moi dans le Pas-de-Calais, on a écrit, mon président de groupe, Dominique Vatrin, il a écrit, on n'a jamais eu de réponse. Comment veux-tu préempter un truc si tu n'as pas la possibilité, si on n'a pas les critères juridiques pour préempter? Donc il fallait nous les donner, ces critères juridiques. Et puis on aurait pu préempter. Que la région ne souhaite pas, dans ses orientations politiques, créer un précédent? Eh bien pourquoi pas? Non mais la région, c'est le peuple qui décide après tout. Hein. Le peuple il décide, le peuple il vote, le peuple il décide. Ah ben, le peuple il a qu'à obliger la région à préempter ou l'intercommunalité ou je ne sais pas qui, ou les départements. Mais il faut que cette usine elle n'appartienne plus demain à Stora. Moi je dis qu'aujourd'hui, si j'avais une grande échelle, j'irais décrocher le panneau. Donc je ne sais pas comment on peut faire, s'il faut le faire par l'accès du toit ou avec une nacelle, mais il faut le décrocher ce panneau. Il faut le décrocher, moi il m'écoeure. C'est pas dans les orientations de politique générale actuellement que de revenir à une préemption, voire une nationalisation de certains secteurs d'activité? Moi, président, je m'attaquerai à la finance. On en est où aujourd'hui? Il n'y en a que pour la finance. Le CAC 40 ne s'est jamais si bien porté.
Hein, et puis ça évolue dans des proportions. Par contre, il n'y a plus d'emploi industriel. La France est de plus en plus dépendante dans tous les domaines. Alors demain, on va faire quoi, nous? On va se contenter d'acheter. Plus on achète, plus on est dépendant. Et plus on crée un déficit au niveau de la balance commerciale. Donc il faut arrêter les conneries. Alors moi, président, je m'attaquerai à la finance. Il n'a rien trouvé de mieux que de mettre un banquier à la tête du secteur économique. Faut arrêter les conneries. Charles Beauchamp, vous êtes conseiller général secteur de canton de Douai. Là aussi, derrière tout ça, il y a des hommes, il y a des femmes, il y aura une casse sociale. Et demain, le département sera certainement alerté pour venir en aide à ceux qui n'auront pas pu rebondir à temps. Certainement, oui. Alors le problème, il ne se pose pas d'aujourd'hui, il s'est déjà posé en 2006. On a connu déjà des licenciements en 2006. Martial, Marc Dolé et moi-même avions à l'époque déjà alerté sur ce qui allait se produire aujourd'hui, puisque en 2006, c'était le prélude à ce qu'on connaît aujourd'hui, la fermeture définitive du site. Nous avions déjà posé à l'époque, et nous étions quand même là, dans le cadre d'une échéance politique nationale importante, de la nationalisation de certains secteurs d'activité. En l'occurrence, ici, la papeterie. Est-ce que lorsque des filières comme cela qui sont indispensables au pays, on ne peut pas revenir à la nationalisation de ces secteurs? Nationalisation, ce n'est pas un gros mot. Visiblement, pour le gouvernement d'hier, c'est-à-dire celui de M. Sarkozy et celui de M. Hollande aujourd'hui, ce sont un gros mot que le mot nationalisation. Donc ça pose quand même le problème de l'organisation économique dans ce pays. Est-ce que l'emploi est la priorité? Si l'emploi est la priorité, eh bien, quelles mesures mettons-nous en œuvre pour préserver, développer l'emploi? Préserver ce genre d'entreprise? Comment fait-on? Est-ce qu'on a le courage politique de s'attaquer à la finance? Si oui, c'est pas compliqué. Il y a une majorité à la fois au Parlement et dans le pays, puisque se sont exprimés majoritairement les gens en mai-juin 2012, pour qu'on puisse dignement s'attaquer à la finance, pour qu'on puisse défendre l'emploi et créer une véritable politique de gauche dans ce pays. Mais comme vient de le dire à l'instant mon camarade Martial Estienne, eh bien le ton a été donné puisque dans ce gouvernement, on a des gens qui ont travaillé avec la banque Rothschild. Donc ça veut tout dire. C'est révélateur. Moi, je me souviens de la venue du ministre Montebourg sur le site ici, qui a expliqué faire un certain nombre de choses. Ces choses, on ne les a jamais vues arriver d'ailleurs. Jamais. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que nous regrettons qu'on n'ait pas eu une convergence de lutte dès 2006. Le nombre d'emplois concernés par Stora dépasse le site Stora. Ça va, on va avec les transporteurs, on va avec les sous-traitants, tous les emplois induits, c'est considérable. Si on avait eu une convergence de lutte, peut-être que 2006, on n'aurait pas eu ces emplois de supprimés, et peut-être qu'aujourd'hui, on ne serait pas là. On se souvient de la planification écologique, telle que l'a souhaité, entre autres, le candidat Mélenchon dans son programme. Planification économique, ça aurait du sens aujourd'hui? Plus que jamais. Plus que jamais. Aujourd'hui, je pense qu'il est plus qu'urgent de s'intéresser à la réorganisation économique, écologique dans ce pays. Tout porte à croire que si on continue à privilégier la finance, et seulement la finance, on court à une catastrophe sociale, environnementale, écologique, c'est clair. Comment on fait pour ne pas tomber sous le champ de la préférence nationale sans, à ce moment-là, peut-être amener de l'eau au moulin du Front National qui pourrait très bien, je l'entends d'ici, tenir ce discours. Voilà, c'est pas normal que des patrons étrangers fassent la loi en France. C'est évident que la démagogie, c'est l'arme préférée du Front National, mais la réalité, elle est là. On en parlait à l'instant avec Hervé, c'est que depuis quelques années après 81, François Mitterrand a orienté la France
vers la construction européenne que l'on connaît aujourd'hui, la construction européenne au service de l'argent. En 83-84, les ministres communistes sont partis. C'était un tournant historique à l'époque dans les politiques de gauche. Et on a vu cette construction européenne qui a tout mis en œuvre pour que la finance et le patronat règnent sur cette Europe. Alors la préférence nationale, il ne s'agit pas de préférence nationale, il s'agit de défendre l'emploi là où il est. Voilà. Et voilà, c'est tout simple. L'emploi se trouve ici, il faut le défendre. Si on peut avoir davantage d'emplois, il faut faire le maximum pour que nous puissions avoir les choses comme cela. Et ça, c'est simplement une politique de gauche que nous revendiquons, nous. Hervé Poly, j'ai oublié votre titre exactement, vous êtes... Secrétaire du Parti communiste dans le Pas-de-Calais. Voilà. Alors, on vient d'évoquer cette situation, on replace tout ça maintenant dans un contexte général. On sent très bien que les indicateurs politiques aujourd'hui ne convergent pas vers ça, ce que rappelait Martial Stienne, Charles Beauchamp à l'instant. Comment vous pouvez faire pour que ça ne puisse pas arriver? Qu'est-ce que vous proposeriez au Parti communiste pour que finalement de telles situations aujourd'hui n'aient plus cours? Je crois que c'est un rapport de force qui est à créer dans ce pays. Ça passe par la lutte des salariés, avec le soutien des élus. Il ne s'agit pas ici pour nous de faire de démagogie. Le rapport de force n'a pas été créé en temps et en heure. Donc nous sommes en position défensive. Nous, ce que nous proposons clairement pour redonner la main aux travailleurs, pour redonner la possibilité de sauver le site industriel, c'est effectivement l'expropriation du patron de Stora, qui ne veut pas de concurrent, qui est pour le monopole. C'est marrant. Il parle de monopole, en fait, quand il veut un monopole sans concurrence. Nous voulons ici que les gens puissent travailler et vivre en France pour pouvoir défendre l'emploi. Qu'il y ait des coopérations industrielles, oui, mais il faut aussi qu'on ait possibilité de produire et vivre ici, chez nous, pour faire en sorte que, justement, on combatte la finance. Parce que les financiers, les fonds de pension n'ont pas de nationalité, n'ont pas de frontières. Donc, et c'est cela qu'il faut combattre, et c'est cela qu'a abandonné François Hollande. Il s'est mis à genoux devant l'Europe et à genoux devant la finance. Et tant qu'on ne sera pas debout en grève et que la grève prenne la rue, on ne s'en sortira pas. Et cette politique, elle nous mène au chaos, tout simplement. Et l'Union européenne est en train de détruire l'Europe. Cette belle idée d'Europe. L'Union européenne est en train de détruire l'Europe. Comment on fait pour mobiliser les salariés quand aujourd'hui l'emploi est tellement compliqué que quand on a un boulot, aussi compliqué soit-il, aussi mal payé soit-il, on s'en contente parfois et puis on oublie le sens de la lutte rien que pour sauvegarder ce que l'on a difficilement parfois obtenu. Il y a à sauvegarder ce que l'on a et il y a surtout à reprendre ce qu'on nous prend, ce qu'on nous vole, c'est-à-dire le pillage des richesses. Car il y a un pillage organisé dans ce pays. Il va y avoir encore cette année 45 à 50 milliards de dividendes qui vont être versés aux patrons du CAC 40. Cet argent-là, il doit être utile à la nation. Et c'est cela que nous disons. Tant qu'on aura l'idée qu'on est dans un pays pauvre, on se trompe. On est dans un pays riche, 5e puissance économique. Il y a des gens qui s'en foutent, qui se goinfrent sur notre dos. Et donc c'est là qu'il faut aller, qu'il faut taper. Taper au porte-monnaie des riches. Quand je vous écoute, je pense à M. Filoche. Il s'est trompé de parti, M. Filoche. Il ne devrait pas être au Parti Socialiste. Il devrait revenir du côté du Parti Communiste. Ou alors, est-ce que c'est à vous d'agiter les élus socialistes aujourd'hui, majoritaires pour l'instant à l'Assemblée nationale, afin qu'un grand coup de gouvernail soit donné dans la direction de la politique générale menée par le gouvernement actuel? Je pense qu'on est en train de dépasser la question des partis en ce moment. C'est un problème du peuple. Le peuple en a marre. Il faut bien comprendre qu'il y a une exaspération, il y a un mépris. Un mépris aujourd'hui du peuple. Quand on parle, on sous-entend. Hier, c'était pour réussir, il faut avoir une Rolex. Aujourd'hui, on parle du peuple avec les sans-dents. Enfin, où on est, dans quel monde on vit. Et on sait que dans le même temps, certains se goinfrent. Donc, et n'éclairent même pas leur impôt, oublient de déclarer une île qu'ils ont. Ils ne savent même pas qu'ils ont une île, comme Mme Bettencourt. Enfin, de quoi on se moque? Ce pays est riche, il faut reprendre le pouvoir. Et donc c'est cela, il faut à nouveau faire ce que nous avons fait, la Révolution française. Il faut, oui, une révolution citoyenne dans ce pays. C'est la seule solution, place au peuple.
Lundi 8 septembre 2014, dernier barreau d'honneur des salariés de l'usine Stora Enso Corbehem sur le parking de la MP5, alors que les lettres de licenciement viennent d'arriver pour près de 300 salariés sur 350 que compte actuellement le site. Je vous propose de retrouver Pierre Georget, président de la communauté de communes Marquion aux Artistes, conseiller régional, maire de Vitry-en-Artois également auprès des salariés. De toute façon, on était très dubitatif quant à l'engagement de Stora et par le fait qu'on n'ait jamais eu de courrier. Et Dieu sait si à chaque fois j'ai demandé donnez-nous un courrier dans les conditions tout à l'heure que je rappelais. Donc de toute façon, ils ont les cartes en main. On l'a bien compris, on évoquait tout à l'heure le droit de préemption. S'ils ne sont pas vendeurs, on ne peut pas appliquer le droit de préemption. Donc d'où la proposition de la nationalisation. C'est la raison pour laquelle je l'avais écrit au ministre Montebourg le 29 juillet. Je le réaffirmerai par un courrier de ce jour auprès de M. Emmanuel Macron pour dire que c'est vraiment avoir abusé, ça va vraiment été abusé. Et on est révolté parce qu'ils se sont moqués des salariés, de leurs familles, des élus locaux. Je dirais, mais plus encore, des hautes instances gouvernementales, ils se sont moqués d'un ministre de la République. Je pense que là, non, on peut pas laisser faire ce genre d'attitude. Ceci étant, ils sont les actionnaires, et on voit bien où mènent les actionnaires. Ça a été rappelé tout à l'heure, que Ferdinand Béguin était d'abord, il a une entreprise paternaliste, qui lui a construit l'empire de chez Béguin. Aujourd'hui, les actionnaires, c'est plus que de l'anonymat. J'ai le sentiment, en sortant d'Helsinki, lorsque nous avons été reçus, je leur ai dit qu'ils avaient le culte du mensonge et que moi, je les croyais absolument pas. Donc preuve en est, il y a eu des repreneurs, mais je suis persuadé qu'on n'est pas dans le secret, notamment de leur dossier, mais je suis persuadé qu'il y avait des repreneurs potentiels qu'ils ont volontairement éliminés parce qu'ils ont décidé de condamner ce groupe. S'il nous reste une chance sur 100, quelle chance? S'il nous reste une chance, allons-y. Vous avez également évoqué les décisions qui avaient été prises par l'intercommunalité aux Artistes Marquion et puis par la commune de Brobière, prêt à renoncer pour l'une pour 1,2 million de rentrée fiscale et 400 000 € pour la commune de Brobière. Ces mesures pourraient être à nouveau appliquées dans le cas d'un futur avenir pour ce site? Eh bien oui, puisque le groupe qu'on a vu, donc M. Blancard de l'ASPEC, qui est venu nous voir, nous avons pris l'engagement bien sûr d'étudier favorablement sa demande. Bien entendu, si un autre preneur venait, au même titre, nous serions capables de proposer au conseil communautaire d'agir de la même manière, de proposer l'exonération avec des engagements fermes sur l'avenir, parce qu'on se méfie des mercenaires. Que de continuer la lutte, c'est pas un peu agir comme l'a fait Stora finalement en entretenant l'espoir de façon parfois assez douloureuse pour tous ces salariés? Ça vient d'être rappelé par un syndicaliste en disant la lutte n'est pas finie, il y a encore des repreneurs potentiels. Alors oui, c'est ce qu'on a comme information, donc comme rumeur plutôt, qu'il y aurait encore des repreneurs. Après, je dirais, l'application du plan social. Ceci étant, est-ce que Stora peut être vendeur avant, pendant ou après? Je sais pas bien, je comprends pas bien. Parce que s'il était vendeur, il avait intérêt à vendre immédiatement, à garder la qualité professionnelle et à faire tourner ce site. Donc est-ce que vraiment il n'a pas en tête que ce site est voué à l'abandon, à la destruction? Ça, j'en sais rien, mais je suis inquiet quant à leur comportement. D'où éventuellement ce qui peut être proposé, ce que nous avons proposé au ministre, ce que je vais proposer au nouveau ministre. D'abord, c'est rappeler mon courrier à son prédécesseur et c'est lui demander de nous recevoir à Bercy. Vous espérez avoir la même écoute auprès du ministre et de ses services? Je crois que s'il a la volonté de faire, je pense qu'en France, on n'a pas des régions, je dirais, privilégiées. Nous sommes régions qui avons beaucoup souffert. Ici, quand je regarde les catastrophes économiques, on se croirait au lendemain de la fermeture de Houillères nationale. On est tout à fait dans la même ambiance, dans la même morosité, dans la même crainte. Alors, bien sûr, on a beaucoup d'espoir au canal Seine-Nord. Bien sûr, on a beaucoup d'espoir sur la requalification, je dirais, de la VA 103 d'Épinois-Cambrai. Mais en attendant, on a ici un site, on a une friche industrielle qui s'annonce. Et c'est pas parce que c'est une friche industrielle, le Stora se bat pas parce qu'il y aura une friche industrielle. On sait les gérer, puisqu'on a géré celle de la machine 3-4. C'est de redonner, non pas l'espoir, mais la possibilité pour tous ces salariés de retrouver du travail. Quand je parcours d'un regard ces salariés qui sont près de moi, je dis, il y a là, je dirais, une nouvelle génération. C'est une moyenne d'âge quand même qui est encore très jeune pour retrouver de l'emploi. Donc il va falloir se battre. Le premier combat qu'on a, c'est avec le bureau de revitalisation, c'est de se battre pour essayer de leur retrouver des emplois ici dans la région de Pas-de-Calais où on sait que c'est pas facile. Ils ont un professionnalisme, ils ont un savoir-faire. Machine papetier, pour certains ce sera plus facile dans le cadre notamment, je dirais, de leur formation dans l'entretien, dans la technique, dans l'électricité.
dans la maintenance, mais pour d'autres qui ont vraiment ce métier au fond du cœur et qui l'ont porté avec leurs mains, même maintenant si c'est vachement automatisé. Il y a aussi cette fibre de papetier qui est pas comparable à d'autres entreprises. Dernière question, le Premier ministre a accompagné Madame le ministre de la Culture à Arras à la fin du mois, le 27 septembre. Vous attendez des annonces de la part du Premier ministre, par exemple sur les deux dossiers que vous aviez évoqués juste avant, le canal Seine-Nord et puis l'avenir de la BA103. Et si de telles annonces étaient faites et favorables, ça pourrait être quelque chose d'important pour l'avenir de ce site? Il m'a été dit, et j'ai pas rêvé, que si le Premier ministre venait à l'automne, ce serait bon signe. Je dis bien bon signe pour le canal Seine-Nord. Il vient. Bon, j'espère qu'il vient avec cette annonce. Si d'aventure il venait simplement pour des raisons culturelles que je partage et je comprends, sans vouloir apporter une annonce forte, je dirais, du gouvernement par rapport au canal Seine-Nord Europe, alors je leur dis ils sont en survie politique. Pierre Georget, président de la communauté de communes Marquion aux Artis, conseiller régional maire de Vitry-en-Artois auprès des salariés de l'usine Stora Enso ce lundi 8 septembre sur le parking de la MP5. Dernier barreau d'honneur de ces salariés. Et c'est avec le témoignage de Christelle que l'on va conclure cette émission. Nous reviendrons évidemment vers les salariés de l'usine Stora Enso au fur et à mesure que le dossier continuera à évoluer. Christelle, moi ce que je voulais d'abord resituer ta place dans cette entreprise, tu faisais quoi? Alors j'ai commencé il y a 24 ans comme assistante achat pendant 10 ans. J'achetais les produits chimiques. J'approvisionnais les produits chimiques. Ensuite, je suis arrivée comme assistante des directeurs prod qui se sont succédés parce qu'il a bien fallu préparer la fermeture. Donc quand les directeurs prod ne s'entendaient plus avec la direction, la haute direction, ils étaient virés sur le champ. Donc il y en a deux qui m'ont dit à 8h du matin qu'à 9h ils n'étaient plus là, quoi. Et un jour comme ça, donc je commence à avoir l'habitude. Je pensais que ça allait être jamais 203, mais ça n'a pas marché. Ensuite, en 2006, quand ça a fermé, j'ai fait 18 mois avec les gars de la 5 sur le plancher machine. Je faisais de la gestion du personnel. Parce qu'à ce moment-là, quand il y avait un malade, il fallait tout de suite au pied levé qu'il soit remplacé. Donc on a vraiment bien travaillé en équipe tous ensemble, c'était vraiment formidable. Et puis ensuite, un nouveau directeur prod est arrivé, il fallait quelqu'un, donc je suis repartie assistante du directeur prod. C'était un Allemand, après un Brésilien. Et je vais dire que les étrangers ont beaucoup plus de cœur que les directeurs français. Du moins ces étrangers-là, il y avait un Allemand et un Brésilien, parce que les Finlandais c'est tout autre chose. Et ensuite, comme il n'y a plus du tout de directeur production, je suis arrivée à la sécurité. Donc je suis assistante au service sécurité maintenant. C'est-à-dire que tous ces bonhommes ici, principalement des hommes dans cette usine, tu les connais tous? Oui, tous. Il y a 334 personnes, je les connais tous, je peux tous dire leur nom, leur prénom et aussi les histoires personnelles. Et je sais justement qui sera plus atteint que d'autres et ça a été ma force là pour justement lutter contre les risques psychosociaux parce que simplement avec le cœur je pouvais dire qui n'allait pas aller bien et comment l'orienter et j'espère avoir fait ça du mieux possible. Je sais que ça a aidé beaucoup de personnes, j'ai pas pu aider tout le monde malheureusement parce qu'on ne peut pas aider tout le monde, mais la porte est encore ouverte par l'association et je suis encore 3 mois à l'usine pour prêter main forte donc au niveau de la sécurité parce qu'il y a encore 66 personnes sur le site et aussi au niveau ressources humaines parce que de toute façon bien souvent avant d'aller s'adresser au bureau des ressources humaines on vient me voir. Donc bien souvent, je sais répondre à leur place, ça filtre déjà. Et puis ça permet à certains de ne pas voir certaines personnes qui n'ont pas envie de voir et d'être encore plus affectés psychologiquement et de se sentir dévalorisés. Tu le rappelais, il y a eu beaucoup de souffrance tout au long de ce conflit. Et malgré l'issue qui était connue, cette date qui était appréhendée, ça a été un coup de couteau supplémentaire, cette lettre. Oui, totalement. Alors, ce qui m'a fait bizarre, c'est en rentrant de vacances. Alors, à partir de début septembre, tout le monde commençait à rentrer de vacances. C'était pas les mêmes vacances que d'habitude, mais ça permettait de déconnecter.
Et puis, mais la tristesse que j'ai ressentie chez tout le monde en rentrant de vacances, l'angoisse de l'arrivée de l'échéance. Et puis ensuite, c'était vraiment la réception de la lettre, c'était vraiment le gros choc. Voir les collègues arriver et voilà, ils portaient sur leur visage la tristesse et puis le désarroi. C'est vraiment difficile. Même quand on sait, et qu'on sait depuis déjà de nombreux mois, des années, et ben quand ça arrive, franchement, ça fait vraiment un gros choc. En plus, c'est encore plus, ça me met en colère que ce qui a été préconisé par les psychologues de ne pas envoyer ça fin de semaine. Justement, ils l'envoient le vendredi, quoi. Ça pourrit le week-end de toute la famille. Tandis que déjà, en l'envoyant le lundi, en plus, même Goodyear y a pensé quand ils ont envoyé la lettre à leur personnel. Et nous, ils font tout le contraire de ce qu'ils doivent faire. Tout ce qui est préconisé, justement, ils vont à l'encontre, ils le font pas. Comme si c'était des coups de couteau supplémentaires, comme si ils se faisaient un plaisir de... Je sais pas, de... Voilà, ils prennent un malin plaisir à ce que les gens soient encore plus malheureux qu'ils ne sont. Aujourd'hui, de continuer la lutte pour cette machine sur le territoire, pour lui trouver un avenir, il n'y a pas un risque lié à un espoir entretenu? Moi, je crois que j'ai toujours cru que c'était possible, sauf que je sais que Stora ne veut pas vendre et il fera tout ce qui est en son pouvoir pour pas vendre, même après. Mais sinon, je suis certaine que c'est possible. Parce que je sais bien qu'il y a beaucoup de papier dans le monde, mais ici, quand même en France, on ne vendra plus, on ne fabriquera plus jamais ce type de papier. Il y a quand même un marché de plus de 380 000 tonnes de papier. De 800 000 tonnes en France, et nous, on en faisait 305 000. Donc on pouvait largement couvrir une partie du territoire français. Mais maintenant, ça y est, on va devoir ce type de papier-là, on va devoir l'importer. C'est impressionnant, quoi. On peut conserver un petit peu de français quand même sur le territoire. T'arrives, toi, à voir au-delà des 3 mois pour l'instant ou Non, pas du tout. J'ai pas encore eu le goût de chercher pour moi-même. Il n'y a qu'une chose qui était importante pour moi, c'était de faire attention à tout le monde, à moi y compris, parce que ça me fait du bien de faire attention à ne pas laisser quelqu'un sur le bord de la route. Et puis, je voudrais pas qu'un jour on me dise qu'il y a un collègue, un ami qui s'est suicidé, et au moins j'aurais essayé de faire quelque chose. Je pourrais jamais me le reprocher, parce que moi, je suis contente quand même, parce que ces derniers mois, j'ai quand même vu que par certaines de nos actions, certaines personnes vont mieux. On redonne du goût, du courage. Voilà. Et ce serait dommage de sombrer dans une déprime alors qu'ils ont une famille. C'est les pères de famille, il faut qu'ils... Tout simplement, c'est pas psychologique, quoi. Il faut vraiment qu'ils se remontent, ils ont vraiment des valeurs et il faut qu'ils en prennent conscience et qu'ils aillent de l'avant. Parce que c'est qu'un travail, après tout. La vie n'est pas finie, même si c'est très difficile. Ton compagnon est également salarié ici? Oui, il a reçu sa lettre. Il a déjà des plans, des choses pour lui ou... C'est pareil, c'est tout récemment qu'il a décidé de postuler. Donc il a envoyé une seule lettre pour l'instant. Là, il a quand même pris des premiers rendez-vous à BPI. Il commence à voir avec BPI pour qu'il l'entraîne à passer des entretiens. Parce que il n'a pas fait depuis très très longtemps et puis avant c'était plus facile. Aujourd'hui, dans quel état tu te trouves, toi? Je suis triste. Je suis triste. La lutte a été ce qu'elle aurait dû être? Oui, je crois pas que... On peut toujours faire mieux. Je crois Il y en a qui disent qu'on aurait peut-être pu être plus méchants, mais je ne sais pas si ça nous aurait vraiment servi. Ils attendaient que ça pour nous manipuler. On n'a pas marché dans leur jeu. De toute façon, la fin, elle était annoncée. C'était inéluctable. Ils avaient décidé.
quand on voit que même le gouvernement français n'a rien pu faire contre les grands groupes, un grand groupe finlandais comme ça, il y a quand même que la finance qui est toute puissante. Tu te sens l'âme d'une révolutionnaire aujourd'hui ? Même pas, je suis écœurée. Je suis écœurée par tout ce qu'on vit actuellement. Tous ces problèmes au niveau de la France, tous ces problèmes au niveau de l'usine. Et quand on voit que c'est dû à certains qui, tout simplement, qui veulent s'engraisser sur le dos d'autres personnes, on voit qu'il n'y a plus de classe moyenne, il n'y a plus que des pauvres et des très riches. Des très pauvres et des très riches. Et c'est ça qui me fait peur, qui m'écœure, parce qu'on pourrait prendre quelques dispositions pour que les richesses soient un peu plus partagées. Et quand on voit cette année, on a tous été écœurés parce qu'on a eu des hausses d'impôts phénoménales, alors ça fait peur pour l'avenir. Stora Enso Corbehem doit vivre. Non à la fermeture de nos machines. Stop aux actionnaires qui s'enrichissent sur le dos des salariés. Stop à l'économie libérale. Laissez-nous nos emplois. Stop à la politique ultralibérale qui est en train de tuer l'industrie dans le Nord-Pas-de-Calais. Les petits papiers de riz ou d'Arménie. Qu'un soir, sans papier, la région va mourir. Défendons l'industrie, défendons notre papeterie et nos emplois, tous ensemble. Et l'esthétique, papier musique, c'est du chagrin, papier dessin. Avant longtemps,